Le Grand Plateau, bonjour. Nous recevons aujourd'hui Gérard Onesta, conseiller régional vert et vice-président du conseil régional. Gérard Onesta, bonjour. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Marc Stuhlmann et Thomas Simonian vous interrogeront autour de 3 thèmes principaux. L'écologie au plan national, les dossiers régionaux, on y parlera notamment de TLT et du LGV. Et naturellement, on parlera, vous vous en doutez, de municipal. Très original. On ne peut pas toujours faire de l'originalité. Messieurs, à vous. Alors, M. Onesta, bonjour. Une première question assez évidente, en tout cas pour moi. L'écologie est-elle le monopole des Verts ? Écoutez, dans les textes, non. N'importe qui est capable un jour d'être touché par l'intelligence collective en disant que peut-être il faut comprendre qu'on ne peut pas saccager l'avenir des générations qui viennent. Mais dans les faits, j'ai malheureusement l'impression que nous sommes les seuls détenteurs de ce qu'est la vraie écologie, c'est-à-dire pas simplement dans les discours, mais dans les actes et dans les budgets, si vous voyez ce que je veux dire. C'est-à-dire que pour vous, il ne pourra jamais y avoir d'écologie de droite, en fait. Ah, écologie de droite, là, c'est vraiment comme de l'eau sèche. Il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Parce que la droite considère qu'il ne faut surtout pas réguler les choses, que le plus puissant se sert et que le plus faible suit comme il peut derrière. C'est aux antipodes de la solidarité que nous prônons. Alors justement, Gérard Onesta, on va parler de politique nationale et ce qui s'est passé avec, j'allais dire l'affaire bateau, mais le limogeage express de la ministre de l'écologie. Alors il faut savoir que c'est le 2e limogeage, puisque Nicole Bricq aussi avait fait... Oui, ça nous fait 3 ministres de l'écologie en 14 mois. Oui, ah c'est ouais, un bon rythme. Hein. Alors est-ce que c'est finalement, on allait dire, un bon signal envoyé justement par un gouvernement de gauche ? Eh bien écoutez, vous savez très bien que nous avons réagi vertement. Non pas sur la ministre elle-même, mais qui paradoxalement a été courageuse pendant 12 heures, parce que ça faisait quand même plus d'1 an qu'on attendait qu'elle tape un petit peu du poing sur la table pour défendre les valeurs des écologistes. Elle ne le faisait pas. Elle nous a déçus pendant 1 an. Par contre, pendant 12 heures, on l'a trouvée à la hauteur. Pas de chance. Au bout de 12 heures, elle s'est fait débarquer. Comme elle s'était fait débarquer Nicole Bricq, elle avait tenu un peu plus longtemps, je crois 34 jours, en tenant tête aux miniers et aux pétroliers, où elle essayait de refonder un petit peu les pratiques de ces professions qui là aussi se foutent pas mal de la biosphère. Voilà. Ouais. Alors aujourd'hui, on en sait quand même un peu plus sur cette histoire de limogeage, et il y a j'allais dire, des bruits de couloir qui font état de lobbies économiques qui auraient même annoncé le limogeage avant qu'il n'arrive. Ça vous inquiète ? Des lobbies, mais vous m'étonnez. Écoutez, non, mais est-ce que c'est inquiétant quand même ? Ce qui est inquiétant, c'est que certains cèdent aux lobbies. Que les lobbies existent, je pense que c'est pas une grande découverte, ni pour vous, ni pour moi. Je les ai fréquentés au Parlement européen. Quand j'ai connu ce Parlement, il avait peu de pouvoir, il y avait 400 lobbyistes. Quand je l'ai quitté, il y en avait 17 000. C'est un bon marqueur de où est le pouvoir. 17 000 personnes encartées avec le petit badge marron, qui sont là pour vous expliquer comment il faut penser. Donc effectivement, ils sont partout, y compris au niveau des ministères. Et c'est vrai que ce sont des relais puissants d'opinion et que les partis traditionnels ont eu l'habitude par le passé de se faire beaucoup financer par ces lobbies-là et pris l'habitude, effectivement, une sorte de consanguinité. On mange ensemble, on se comprend et on se côtoie et on se conforte. Donc je peux comprendre que Delphine Batho, comme les autres, étaient confrontés à ces choses-là. Voilà pourquoi, avec de bons écologistes, c'est-à-dire des gens qui sont rentrés en politique non pas pour faire carrière, parce que pour faire carrière, il faut choisir d'autres partis que le Parti vert, nous sommes d'accord, mais ceux qui sont rentrés pour faire carrière, effectivement, peuvent être tentés par certaines valeurs, comme l'argent. Alors, la situation en France, on va dire, on est en plein milieu d'une crise, on est dans une sinistrose ambiante, les mauvaises nouvelles s'accumulent. Est-ce que pour vous, l'écologie est une solution à cette crise ? Nous en sommes persuadés. Pourquoi ? Parce que il y a 2 façons de juguler une crise. C'est de dire la méthode Coué. Voilà, dans le changement c'est maintenant, puis une fois qu'on est élu on se dit le changement c'est dans 1 an, puis on nous dit c'est dans 2 ans, 2014 c'est dans 6 mois, hein, ça arrive. Hein. En disant voilà, la courbe va s'inverser, la courbe va s'inverser. Mais si on ne se donne pas les moyens concrets pour qu'elle s'inverse, ça peut rester des vœux pieux. Ce que nous proposons, nous, c'est des choses où on sait que ça va marcher tout de suite. Par exemple, si on réoriente complètement notre politique énergétique, par exemple, en calfeutrant les logements, la Cour des comptes, c'est pas forcément une officine écolo, dit qu'on peut créer jusqu'à 600 000 emplois tout de suite en France. Tout de suite. Puis pas délocalisable, parce que votre appartement, il sera pas calfeutré au Laos, il sera calfeutré ici, à Toulouse. Donc on voit bien que là, d'un seul coup, on remet des gens dans le circuit du travail, ça veut dire redonner de la dignité, redonner des moyens également à la puissance publique, parce que du coup, on relève l'impôt sur le revenu, parce que revenu il y a, etc., etc.
Autre moyen de rupture, et là aussi c'est l'OCDE qui le dit, c'est de faire enfin une vraie réforme territoriale, où on finit avec ce millefeuille aberrant français, où on a 15 modes de scrutin, une douzaine d'empilements de structures différentes, plus personne n'y comprend rien, 1/2 million d'élus en France, 1/2 million, et on voit bien que quand on veut monter un projet, le temps qu'on fasse le tour de ce que me donne le conseil municipal, ce que me donne la métropole, ce que me donne le département, ce que me donne la région, ce que me donne le national, ce que me donne l'Europe, une fois qu'on a fait ce tour-là, il suffit que quelqu'un ait changé d'avis, on est revenu à la case départ. Donc il y a des ruptures simples. Il faut changer la République, c'est une proposition des écologistes. Il faut penser redéploiement énergétique sur la base d'économie et d'énergie, c'est ce que disent les écologistes. Il faut refonder l'Europe. Là aussi, on a des gains de synergie absolument possibles. Or, l'Europe, je vous rappelle, va pour la première fois de son histoire voter un budget plus petit qu'il n'a jamais été voté jusqu'à maintenant. Donc on voit bien qu'on n'est pas bon. La réforme fiscale également, la fameuse fiscalité verte, où l'on taxe enfin ce que l'on veut éviter, c'est-à-dire la pollution et la spéculation. 4 éléments de rupture qu'avait proposé le candidat Hollande. Nous attendons maintenant que le président Hollande les mette en œuvre. Mais ce que je viens de dire, c'est 4 points forts du programme des écologistes. Eh bien oui, ça c'est une vraie solution à la crise. Alors concernant la fiscalité verte, je ne vais pas citer de marque, mais moi ça me pose toujours un problème de me dire que on va orienter le marché, très clairement, avec une taxe, en fonction du caractère polluant d'un objet. C'est-à-dire que quand j'achète une tablette, par exemple une tablette, je vais payer 4, 5, 10 euros, en fonction de son caractère polluant, alors que le marché n'a jamais eu pour but, et c'est pas du tout l'objet de consommation qui va réguler la question, enfin, vous imaginez le nombre d'iPad ou de tablettes qu'il ne faudrait pas produire pour que ça ait un impact au niveau écologique. Vous avez parfaitement raison, le marché se fout complètement de l'avenir de la planète. Mais il se trouve que je me fous complètement de l'avenir du marché. Le but du jeu, pour moi, c'est de sauver le vivant, c'est pas de sauver les actionnaires. Alors effectivement, nous ne sommes pas d'accord. Si vous pensez que pour sauver je ne sais quels actionnaires, il ne faut absolument pas réguler, je pense qu'il faut réguler. Et s'il y a des techniques qui sont polluantes, eh bien il faut les empêcher. Mais je vais prendre un exemple, je vais continuer sur ces tablettes. Pendant très longtemps, les ordinateurs ont consommé énormément d'énergie. Et il y a eu énormément d'éléments qui ont fait, par exemple, qu'on devait éteindre les ordinateurs. Il y avait des journées off sans ordinateur parce que les ordinateurs, c'était 300, 400 watts. Puis, un créateur de processeurs est arrivé et a dit, moi, je fais des processeurs en 10 watts. Très bien. Aujourd'hui, lui, il faut le détaxer et taxer ceux qui sont toujours dans l'ancien système. On n'a jamais réussi à faire diminuer la consommation électrique en demandant à l'utilisateur. On l'a toujours réussi parce que le progrès technique a permis à gain égal et comment on encourage le progrès technique? Comment on donne le signal aux développeurs que si vous allez dans cette direction-là, vous aurez la puissance publique qui vous aidera. Si vous allez en sens inverse, elle ne vous aidera pas. C'est là où l'on joue notre rôle. C'est là où l'on joue notre rôle. Oui, mais faire peser, j'en reviens, et j'insiste, mais faire peser sur le consommateur un choix écologique, à mon sens, c'est un non-sens, parce que de toute façon, les progrès n'auront lieu que si l'industriel change. Oui, mais l'industriel ne fera de produits que si le consommateur est acheteur. Donc, quand vous êtes consommateur, vous êtes consommateur, c'est-à-dire vous agissez également. Vous comprenez bien qu'à partir du moment où les gens décident « je ne veux pas manger d'OGM », eh ce qu'ils veulent nous fourquer des cochonneries dans l'assiette, vont avoir du mal à écouler. Donc, ils vont peut-être se tourner vers un autre type de production. Ne croyez pas que la décision soit uniquement dans celui qui produit. Il y a celui qui produit et celui qui consomme. C'est ce duo sur lequel il faut agir, et c'est ce duo sur lequel doit agir la fiscalité verte. Oui, mais finalement, on voit que dans ce duo, il y a un déséquilibre. C'est toujours le consommateur qui est taxé. Je prends l'exemple de la taxe carbone qui a été retouchée par le Conseil Constitue, qui a été censurée par le Conseil Constitue, parce que systématiquement, les industriels s'en sortent mieux. Voilà pourquoi il faut mettre les écologistes au pouvoir, pour que l'on tape pas simplement sur les consommateurs, mais que l'on équilibre justement entre l'aide que l'on donne aux consommateurs pour mieux consommer et le coup de bâton que l'on donne sur les producteurs pour moins mal produire. Alors justement, Gérard Onesta, on vous sent très critique par rapport à la politique gouvernementale. On entend vos leaders sur le plan national, Pascal Durand ou Jean-Vincent Placé, l'être tout autant. On entend même des discours anti-austérité de leur part. Mais dans tout ça, quelle est la place des Verts au gouvernement finalement? Pourquoi vous y êtes encore? Alors, parce que Jean-Luc Mélenchon a fait un choix contraire. Mais pourquoi on y est entré déjà? Rambobinons un petit peu la cassette, comme on disait dans les années 70, parce que ça se fait plus maintenant. 2012, la gauche gagne les élections. Dans quel état le pays? Au bord du gouffre. La crise est partout, chez nous et ailleurs, une vraie crise. C'est une crise monétaire, une crise économique, une crise sociale, une crise environnementale, une crise sociale. Enfin, toutes les crises sont conjuguées au même moment. On aurait pu très bien rester sur le haut de la colline, à commenter, voire à jeter des cailloux sur le corbillard qui passe. C'est le choix qu'ont fait d'autres personnes.
Nous avons en conscience pensé qu'il était de l'honneur des écologistes que de prendre notre part de responsabilité et d'essayer de changer les choses. Nous sommes rentrés au gouvernement. Nous sommes rentrés à hauteur de 2 ministres sur une quarantaine d'une armée mexicaine. Je n'arrive plus à les compter. On avait dit qu'on allait avoir un gouvernement restreint. Je vois que c'est encore une promesse qui est un petit peu restée sur le bord du trottoir. Donc nous pesons... C'est une critique de plus. C'est une critique lucide, amicale, pour faire évoluer les choses. Pour faire évoluer les choses. Parce que les 4 promesses de François Hollande que j'ai recitées tout à l'heure, je les ai entendues. Tout le monde les a entendues sur la rupture, sur la fiscalité, leur réorientation européenne, etc., etc. Donc, je demande simplement à ce qu'on applique ce qui avait été convenu devant les Français. Donc, on avait promis un gouvernement restreint. Il n'est pas très restreint. Donc, nous en avons 2. 2 qui font plutôt du bon boulot. Je crois que personne n'a trouvé à redire sur les inflexions qu'on a données sur la politique du logement ou sur nos relations avec ce qui est appelé les pays émergents, en gros les pauvres de la planète. C'est vrai qu'il y a une quasi-unanimité sur le travail des tout le monde dit qu'ils sont plutôt bons. Le problème, c'est qu'ils ont 2 ministères. Il y en a 38 autres où ça tourne peut-être moins bien. Alors, maintenant, on va arriver au moment où on va relever les compteurs. On peut comprendre qu'au bout de 6 mois, 8 mois, 10 mois, on n'ait pas changé complètement le pays. Parce que c'est vrai qu'on ne change pas une situation comme ça, de coup de cuillère à peau. Maintenant, ça fait plus d'1 an. Au bout d'1 an, on se rend compte que le budget qui arrive n'est pas forcément le budget tel que nous l'attendions. On voit bien les coupes claires qui sont faites dans le ministère de l'écologie, que je préfère appeler ministère de l'environnement, parce que l'écologie, c'est quand même beaucoup plus large que les petites fleurs, les petits oiseaux. Mais également sur le budget qui a trait à Pascal Canfin, le budget du développement, mais également le budget de l'aménagement du territoire, que pilote qui ? Cécile Duflot. Donc on voit bien qu'il y a des coupes qui ne plaisent pas. Donc maintenant, soit les promesses du candidat Hollande deviennent des actes du président Hollande, soit nous devrons en tirer toutes les conséquences et assez rapidement. Oui, alors Jean-Vincent Placé, dans une interview récente, disait que si la politique de rigueur, parce qu'il faut appeler cette politique une politique de rigueur, perdure, en tous les cas que Jean-Marc Ayrault persiste dans cette ligne, les Verts devront prendre leurs responsabilités dès la rentrée. Vous êtes d'accord avec... Je suis très nuancé sur le mot rigueur, parce qu'il faut comparer ce qui est comparable. La rigueur, c'est également en Grèce. Vous admettrez avec moi que c'est quand même pas la même violence que ce qui est imposé aux Français que ce qui est imposé aux Grecs. Donc il y a quand même des nuances. Je pense qu'on serait au niveau portugais, au niveau grec, au niveau italien. Ça fait longtemps qu'on ne serait plus au gouvernement. Alors la question, c'est est-ce qu'il faut prendre vos responsabilités très rapidement ? Je pense que ça va être assez rapidement. Pour moi, c'est quelque part d'ici la fin de l'année. On va voir dans le collectif budgétaire, on va voir s'il y a une réforme de la fiscalité, on va voir s'il y a une relance européenne. Sur l'Europe, je suis très désabusé. Le président Hollande vient à Strasbourg un jeudi s'adresser au Parlement européen en disant que on va voir ce qu'on va voir, lui vivant, on ne touchera pas au budget. Le vendredi, le lendemain, on nous annonce accord des chefs d'État à l'unanimité, baisse du budget. Moi, je ne sais pas comment on va pouvoir faire à 28 pays en ayant des compétences nouvelles que l'on n'avait pas quand j'étais vice-président du Parlement européen. Je parle par exemple de la politique de l'énergie, la politique de l'espace, tout le réseau diplomatique. On va devoir faire en pleine crise avec moins. Alors qu'on sait que c'est au niveau européen, justement, en mettant en commun la recherche et le développement, en relançant les transports sur la base des transports en commun, que l'on peut inverser la chose. On est en train de se tirer une rafale de balles dans le pied au niveau européen. Et moi, je crains énormément que dans une dizaine de mois, les partis populistes fassent une razzia sur le Parlement européen, donc infléchissent la Commission, et que le projet européen s'arrête simplement parce que ce sera la juxtaposition des égoïsmes. On sait très bien qu'en pleine crise, il faut toujours désigner le bouc émissaire. Parmi les boucs émissaires, il y a l'Europe. C'est une erreur tragique sur le plan politique. Tragique. Alors, justement, sur la question européenne et sur les extrêmes, on n'a pas énormément entendu le Parlement, notamment par rapport à la Hongrie. Est-ce qu'il y a une raison pour qu'on n'a pas entendu le Parlement européen se positionner ? Ça dépend de qui au Parlement européen. Oui, non, mais je parlais de quelque chose... Il y a une grande gueule qui était sur les barricades en 68 qu'on a entendu plus qu'à son tour sur la question hongroise, demandant même que l'on applique ce qui est maintenant dans le traité, c'est-à-dire la clause de retrait. C'est-à-dire que certains pays, quand ils ne correspondent plus aux valeurs fondatrices de l'Union européenne, notamment c'est le respect des droits de la personne, eh bien, il faut que ce pays-là soit exclu du Conseil, c'est-à-dire perde son droit de vote. On était bien seuls, vous avez raison de le signaler. Voilà, est-ce qu'on peut, Gérard Onesta, maintenant envisager les dossiers régionaux Mais envisageons. TLT, LGV, pour faire plus qu'envisager, Thomas et Marc. Alors, il y a une Arlésienne dans la région, et même dans d'autres régions, c'est la LGV. Ça fait déjà, pour les régionales déjà, c'était en chantier, ça doit faire une
15 ans, 10 ans qu'on en parle. Oula, beaucoup plus que ça. Alors, j'étais trop jeune pour m'en souvenir. TGV Eurosud, j'en suis fondateur, c'était il y a plus de 20 ans. À l'heure actuelle, si ça n'a pas changé, vous êtes contre le tracé tel qu'il a été défini. Nous sommes pour l'arrivée tout de suite du TGV à Toulouse. Tout de suite. Là, maintenant. On nous aurait écouté, ça fait déjà une dizaine d'années qu'on aurait des trains cadencés qui partiraient du Capitole pour aller jusqu'à Paris et peut-être même en direction de Milan, en direction de Barcelone, etc. Ah, mais oui, par contre, nuance de taille qui pour nous est un détail, ce ne serait pas en 3 heures. Ce serait peut-être en 3 heures et demie. À part qu'on l'aurait déjà. Et là, on nous dit, vous avez choisi le mot arlésienne. C'est une très belle image, puisque l'arlésienne, vous savez qu'on ne la voit jamais arriver. Elle n'arrivera jamais. On nous dit maintenant 2030, mais ce sera 2040, 2050, parce qu'il faut trouver des milliards d'euros que l'on n'a pas. Je renvoie à la discussion qu'on vient juste d'avoir sur les caisses de l'État qui sont vides. Donc, on fait croire aux gens qu'on finira par trouver de l'argent pour, dans les 20 ans à venir, faire un train. Mais c'est pas dans 20 ans qu'on a besoin d'un train. C'est tout de suite. C'est tout de suite. Si on veut avoir une vraie alternative à l'avion, si on veut développer notre région, c'est le train tout de suite. Mais il faut admettre que c'est pas grave, si on va à Paris 2 ou 3 fois par an, de prendre 2 demi-heures de plus pour y arriver. Et avec cela, on ne siphonne pas des budgets. Parce que c'est quand même une nuance à plusieurs milliards d'euros. Si on met de l'argent que l'on n'a pas, en empruntant, en creusant davantage le déficit, pour faire cette LGV, ce train à trop grande vitesse, comme dit Gilles Savary, socialiste, pourtant pro-LGV, qui est en train maintenant de découvrir la réalité des choses. Si on va à trop grande vitesse, eh bien, ça veut dire qu'on va sacrifier tout le reste. C'est le train du quotidien, celui que vous prenez par contre tous les jours. Donc, essayons de remettre les pieds sur terre. Les partis dominants se sont trompés. Nous voulons, nous écologistes, le TGV tout de suite. Et pour ça, il faut une LGV qui soit pas forcément à ultra grande vitesse, on construira des bouts de voie pour sortir des goulets d'étranglement où effectivement là il y a des choses à faire, par exemple à la sortie de Toulouse. Ensuite le reste du temps, comme partout dans le monde, comme partout en Europe, on roulera plutôt à 250 km/h plutôt qu'à 300. Au passage, le climat nous dira merci, parce que je vous signale que pour gagner quelques dizaines de kilomètres/heure de plus, la consommation du train devient exponentielle. Donc là, vous êtes en train de foutre en l'air tout ce que l'on peut dire sur le développement durable par ailleurs. Donc soyons raisonnables. Avec l'argent que nous avons, nous pouvons avoir des trains à très grande vitesse, pas à trop grande vitesse, et surtout tout de suite. Donc, si je comprends bien, vous n'êtes pas contre la LGV. Je suis fondateur de TGV Eurosud. J'ai demandé que ce soit une alternative à l'avion. Depuis 20 ans, vous n'étiez pas né, jeune homme. Donc, on ne fasse pas ce procès-là. Oui, que l'on ne dise pas, comme disent certains communistes, que c'est parce qu'on veut l'avion, alors qu'on s'est battu seul, on défilait seul dans les rues de Toulouse pour s'opposer à un second aéroport. Pour aller de Toulouse à Paris, et de centre à centre, il n'y a rien de mieux que le train. Ce sera en 3h30 et pas en 3 heures. Mais qui a décidé? Quel est le technocrate qui a décidé qu'au bout de 3 heures à 180 minutes, on ne prenait plus le train? À Montpellier, ils sont à plus de 3 heures en TGV, les gens prennent le TGV. Qui est ce bonhomme qui a décidé qui a décidé à notre place que technocratiquement, allez, 3 heures plus 1 minute, ah ben non, pas de chance. 1 minute de moins, je prenais le train, là je vais prendre l'avion. C'est ridicule. Donc, très clairement, vous êtes pour une LGV qui ne sacrifierait pas les TER. Exactement. Et pour ça veut dire qu'on utilise très largement l'existant. Ça veut dire beaucoup de travaux quand même. C'est encore 1 ou 2 milliards d'euros, c'est quand même pas rien. Mais ça veut dire qu'on a effectivement, dans 2 ou 3 ans, cadencé toutes les demi-heures des trains qui partent sur Paris. Alors on va parler maintenant de Télé Toulouse, le dossier TLT, sur lequel vous avez été un acteur important ces derniers mois, puisque vous êtes à l'initiative de la création d'une commission. Alors non pas sur l'avenir de TLT en particulier, sur l'audiovisuel mais en sur général. l'audiovisuel En région, absolument. En région. Aujourd'hui, on voit que il y a beaucoup de questions qui se posent sur l'avenir de TLT. Alors là, c'est un peu comme la LGV. Est-ce que vous êtes pour ou contre TLT? Si on avait été contre TLT, on se serait courageusement abstenu il y a 1 an de cela, 1 an et 2 jours, on vient de fêter le premier anniversaire, quand la région a décidé de signer un contrat d'objectifs et de moyens. d'1,5 million d'euros. 1,5 million d'euros sur 3 ans, donc 500 000 euros par an. Je fais partie des gens qui ont plaidé pour l'urgence, considérant que le pluralisme en démocratie, c'est important. Moi, je suis content quand il y a plusieurs micros en face de moi, quand il y a plusieurs caméras en face de moi, parce que c'est la source même pour qu'il y ait un petit peu de transparence et pour que les choses se déroulent à peu près normalement dans un pays digne de ce nom. Voilà. Donc nous sommes farouchement en faveur du pluralisme. Donc TLT doit rester dans le paysage. Quel moyen Non mais pourtant Gérard Onesta, comme pour le dossier LGV, vous avez été plutôt véhément, notamment à destination de Martin Malvy sur ce dossier.
Non, Martin Malvy, je vous le rappelle, il aurait voulu ne pas faire cette commission, il ne l'aurait pas fait. Donc saluons le fait que Martin Malvy ait accepté la proposition des écologistes en disant oui, il faut faire ce travail, cette radioscopie très précise sur l'ensemble du dispositif télévisuel en Midi-Pyrénées, TLT inclus. TLT, c'est quoi sa fragilité? C'est quoi ses avantages? La fragilité, c'est que TLT, quand ça a été créé, c'était la deuxième plus vieille télévision locale de France, et c'est une des doyennes. Né en 88. Voilà, au bout du zapper, c'était la chaîne numéro 7. Il n'y avait rien d'autre après. Maintenant, quand vous avez une box, il faut aller au rang 280, etc. pour la trouver, 31 sur la TNT, et il y a jusqu'à 600 chaînes, sans compter toutes les chaînes web qui naissent tous les jours. Donc c'est beaucoup plus difficile d'exister. Deuxième problème, c'est que TLT ne peut pas aller sur le satellite parce que ça coûte très très cher, bien au-delà de ses moyens. Et puis juridiquement, ils peuvent difficilement devenir une télévision régionale parce que ça voudrait dire aller devant le CSA et refaire un appel d'offres parce qu'au départ, on leur a donné le droit d'émettre sur le Grand Toulouse, point. Imaginez que demain, vous fassiez une télévision destinée à la jeunesse sur Montauban et que 15 jours après, vous décidiez de diffuser quelque chose dédié au sport sur l'Ariège. Le CSA vous dira, attendez, vous êtes bien gentil, mais c'est pas ce qui était convenu au départ. Donc on voit bien que techniquement, juridiquement et financièrement, TLT a du mal à évoluer. Par contre, ils ont une flexibilité que n'ont pas les autres télévisions, on va dire, plus traditionnelles, notamment le service public, qui sont capables, caméra à l'épaule, d'aller au-devant des Toulousains. Et quand on discute avec le nouveau PDG de TLT, M. Schwarzenberg, il nous dit ça, il nous dit, on va sortir des murs, on va aller au contact des citoyens toulousains sur les activités politiques, sur les activités culturelles, etc. Chiche, voilà. Et il faut conforter ce modèle-là. Pour le conforter, eh bien, c'est une des préconisations qu'a voté qu'a acté, puisqu'il n'y a pas eu de vote, c'était à l'unanimité, c'était par consensus. C'est plutôt bon signe quand l'Assemblée régionale, au-delà des groupes politiques, disent oui, là, il faut quand même qu'on travaille ensemble. Donc, par consensus, nous avons acté que TLT devait travailler avec France 3. Sur les documentaires, par exemple, il y a des choses à mettre en commun sur la captation d'images. On a des produits incroyables en région. Le conseil régional subventionne des opéras, des concerts de jazz, des pièces de théâtre, des choses fabuleuses qu'on ne voit nulle part et que l'on pourrait voir sur TLT, sur France 3 également. Parce que dans notre proposition, il faut reformater France 3. France 3 ne peut pas continuer à avoir 200 personnes qui émettent 57 minutes par jour, en moyenne. Alors qu'ils sont capables, sans qu'on mette un copec de plus, simplement avec leur capacité, avec leur matériel, de faire 3-4 fois plus tout de suite, là tout de suite. Et nous proposons que la ministre de l'audiovisuel permette une expérimentation en Midi-Pyrénées, peut-être couplée avec l'Aquitaine, en disant, mais voilà, vous avez le droit d'émettre beaucoup plus longtemps dans la journée, vous pouvez enfin faire votre travail de journaliste, de producteur, de télévision, et le soir, vous vous raccrochez au grand programme de France 3, Racine les ailes, Plus belle la vie, Thalassa, etc. On garde la marque France 3 qui a une qualité, et en même temps, on permet enfin une télévision de plein exercice sur nos territoires. Ça coûte rien, si ce n'est un petit peu de volonté politique. Si notre rapport est suivi, ça vous change le PAF. Alors Gérard Onesta, la question qui est quand même posée par le dossier TLT, c'est finalement le rapport entre le politique et le monde médiatique. On sait que la commission de déontologie s'était opposée à la nomination du directeur de cabinet de Martin Malvy à la tête de TLT. Est-ce que on peut garantir, l'indépendance éditoriale d'une chaîne comme TLT qui est subventionnée, aidée par les collectivités locales? Alors, c'est une question qui se pose depuis Théophraste Renaudot, puisque quand la Gazette a été fondée, c'était sur demande royale pour mieux contrôler les nouvelles qui circulaient de par le royaume. Donc, on sait très bien que quand vos médias respectifs, messieurs autour de la table, ont de la publicité, par exemple, on peut vous suspecter par ailleurs d'être sensible à défendre les causes de tel producteur ou tel producteur. Mais je vous rassure, on nous suspecte parfois. Voilà. Donc, on sait très bien que c'est comme substantiel à partir du moment où vous avez un média, qu'il soit papier, qu'il soit télé, etc., quiconque vous aide est suspect de vouloir vous influencer. Donc tout est une question de dosage. Si effectivement le budget de TLT était tenu à 99% par la région, bon là 500 000 €, on est loin de boucler le budget de TLT. Donc, oui, mais par contre 51% du capital, c'est la mairie de Toulouse. C'est la mairie de Toulouse. Il ne nous a pas échappé que je ne suis pas maire de Toulouse, donc j'espère que vous poserez la question à mon ami Pierre Cohen. Voilà. Donc effectivement, il y a toujours la crainte que ça devienne radio Monsieur le Président ou télé Monsieur le Maire. Voilà.
Voilà pourquoi nous sommes pour la transparence, nous sommes pour le pluralisme, parce que si ça devient trop caricatural, les gens ils vont voir ailleurs. Et du coup, les annonceurs ne viennent pas et ça se casse la gueule. Donc beaucoup de transparence, beaucoup de pluralisme, c'est la seule régulation que l'on a trouvée depuis Théophraste. Voilà, vous nous avez précisé que vous n'êtes pas maire de Toulouse. Ça fera la transition avec la troisième partie sur les municipales. Je vous propose une pause musicale. On revient de suite après. À tout de suite. C'est le grand plateau de Gérard Onesta, vice-président du Conseil régional. On va parler municipal. Je vois que ça vous réjouit par avance. Oui, la musique qu'on vient d'écouter, c'est What a Wonderful World. Quel monde merveilleux. On l'avait choisi. Nous y rentrons de plein pied. On l'avait choisi à dessein. On va rentrer de plein pied dans les municipales. Mais Marc, peut-être une question supplémentaire. Alors, une petite question sur la région et une question, je suis désolé, mais de politique politicienne. Martin Malvy a un certain âge. Un âge certain. Un âge certain, même. Ceci dit, c'est un jeune homme. Moi, il me bluffe tous les matins. Hein. Oui, je nous souhaite tous autour de la table d'être aussi frais quand nous aurons son âge. Hein. Qu'en est-il de l'avenir de la région et de la... Est-ce que vous serez candidat lors des prochaines, comme vous l'avez été, pour prendre la présidence de la région? Alors, en 2015. En 2015. C'est bien, comme la question suivante, c'est est-ce que je suis candidat à la mairie de Toulouse? Donc, est-ce que je suis candidat à tout? C'est ça la question. C'est ça. Il manque les présidentielles. Les présidentielles. Mais c'est juste à un moment après. donné, quand le pape Benoît était très malade, je me disais, mais pourquoi on me propose pas le siège de Saint-Pierre? Il n'y a pas de raison, comme annonce partout et pas là. Donc... Votre nom a circulé. Un autre a été choisi. Ils sont allés chercher quelqu'un d'exotique dans l'hémisphère sud. Bon, plus sérieusement, j'ai prouvé largement depuis bientôt 3 décennies que je fais cet effort de m'occuper de la planète qu'on a sous les pieds, que j'étais pas candidat à tout, que je savais passer mon tour. On m'avait annoncé au sénatorial, on m'avait annoncé comme c'était sûr et certain que si un jour on a une circonscription écolo réservée en Haute-Garonne, elle sera pour Gérard Onesta. On a vu qu'il n'en était rien. On a vu qu'aux dernières municipales, on m'a annoncé tête de liste. J'ai pris la dernière place de la liste pour soutenir Pierre Cohen parce que je sentais qu'on pouvait faire basculer le Capitole, que c'était un moment historique, etc. J'ai un ego bien calibré. On m'avait dit que j'étais pas capable de quitter le Parlement européen. J'avais dit que je ferais 2 mandats consécutifs et pas un de plus. Voilà. Donc, il y a aussi des gens, il faut quand même l'entendre, même si ça peut être un petit peu rare dans le décor, qui s'appliquent à eux-mêmes ce qu'ils professent par ailleurs. Quand on croit à quelque chose, on se l'applique. Je suis contre le cumul des mandats, je suis contre le cumul dans le temps, je suis pour le partage des responsabilités, je suis pour la parité homme-femme. Je l'ai toujours appliqué et je l'appliquerai encore. Donc je ne serai pas candidat à tout. D'accord. Alors précédemment, comme vous venez de le dire à l'instant, vous avez fait partie de la liste de Pierre Cohen pour, je cite, reprendre le Capitole. Est-ce que aujourd'hui le projet de liste autonome au municipal mené par les Verts ne va pas en contradiction, au moins pour garder le Capitole? Alors, là aussi, il faut toujours regarder la politique dans le temps. Ça a toujours été la position des écologistes depuis que les écologistes existent, avant même la fondation des Verts, que d'être autonome ou municipal à Toulouse. Toujours. Seule exception, la dernière fois. Pourquoi? Parce qu'effectivement, après une ère Baudis, Douste-Blazy, Moudin qui n'en finissait plus de finir, on a senti qu'il fallait peut-être faire bouger les choses et que pour cela, c'était l'union. Et j'ai mis tout mon poids dans la balance. Je vous dis pas que ça a été simple. Je vous dis pas que je me suis pas fait un petit peu souffler dans les bronches par mon propre parti en disant mais comment tu peux... Écoutez, je pense que ça va se jouer à pas grand-chose et ça s'est joué à pas grand-chose. 600 voix qui auraient basculé de l'autre côté. Je pense que on avait prouvé aux élections précédentes et aux élections qui ont suivi que les écologistes pèsent beaucoup plus que 600 voix sur Toulouse. Donc j'ai fait tout ce qu'il fallait pour que l'arc progressiste rentre au Capitole. Regardez les dernières élections, les élections législatives, les élections présidentielles, quand même sacrée marge. C'est quelque chose comme 20 à 25 points d'avance pour la gauche par rapport à la droite sur la ville rose, qui porte bien son nom en l'occurrence. Voilà. Donc on ne sent pas le Capitole menacé. Donc ce qu'on dit aux gens, ben voilà, choisissez votre gauche maintenant. Vous la voulez comment cette gauche-là? Vous la voulez avec quelqu'un qui a été député alors qu'il ne siégeait pas au Palais Bourbon, qui était président de l'agglo, qui était maire, président d'à peu près tout, même de Tisséo, alors que Tisséo, d'après nos accords, était réservé aux écologistes. Il a tenu 1 an sans nous le reprendre. Voilà. Est-ce que vous voulez quelqu'un qui fonctionne comme ça, ou une équipe en face qui est capable, dans la pluralité, de se répartir les responsabilités, et qui est capable peut-être de faire enfin une régie municipale pour l'eau, peut-être enfin de penser des transports du 3e millénaire, etc., etc., etc. Donc c'est une question de personne. Puisque des éléments que vous avez donnés concernent uniquement la... C'est une question de personne et de pratique politique. Vous savez,
Je crois que Pierre Cohen, dans ce cas-là, a été ni plus ni moins un socialiste. Les socialistes ont beaucoup de qualités, mais ils ne sont pas partageux. Je pense que c'est un compliment, en tout cas, pour Pierre Cohen. Oui, en l'occurrence. Je pense qu'il a vu. Mais ils ne sont pas partageux. Je vous rappelle que, pour eux, quand ils perdent, c'est la faute des autres, mais quand ils gagnent, c'est justement uniquement grâce à eux. En 2012, moi je me rappelle, j'étais très très surpris avec la victoire de François Hollande, que j'ai fêté place du Capitole, au balcon du Capitole, comme pas mal de Toulousains, de les entendre dire qu'ils avaient gagné seuls. Ils avaient tout gagné seuls. Toutes les grandes mairies, ils les avaient gagnées seuls. Les régions, ils les avaient gagnées seuls. Ils avaient pris l'Assemblée nationale, le Sénat, la présidence de la République. Ils avaient tout, absolument tout seuls. Tout seul. Par contre, quand ils se prennent les pieds dans le tapis, ils viennent de perdre 8 législatives partielles de rang, dont 4 en étant même éliminés dès le premier tour, dont 4 où la moitié de leur électorat est allé voter FN au second tour. Il y a quand même un moment de panique dans l'électorat de gauche dans ce pays, il faut quand même le signaler. À ce moment-là, par contre, c'est plus leur faute. C'est parce qu'il y a un écologiste qui a osé se présenter. Là, c'est dur. Alors, je vais partir sur le fait que donc la liste autonome, vous la maintiendrez. Oui, 91,5% des mandants qui l'ont décidé, pour que ça se retourne, il faut vraiment qu'il se passe quelque chose. Mais il peut se passer quelque chose. En politique, moi, écoutez, si en octobre, novembre, on nous annonce, ce qu'à Dieu ne plaise, un sondage qui dit que le FN va prendre le Capitole, peut-être qu'à ce moment-là, entre démocrates, on se retrouvera et on se dira, bon, quels moyens on se donne pour contrer ça ? Bon, j'espère qu'on n'en sera pas là. Si demain le Parti socialiste de Haute-Garonne entend ce que dit le président de la République, c'est-à-dire qu'il faut être rassemblé, mais du coup être rassemblé, c'est-à-dire qu'on se respecte les uns les autres, est-ce qu'on se partage les responsabilités ? Alors peut-être qu'on revient. Mais si notre rôle est uniquement d'être supplétif et que tous les maires de Haute-Garonne sont PS, que tous les présidents d'agglo sont PS, que tous les députés sont PS, etc., c'est quoi ce partage-là ? Oui, mais si on met les maires de côté et en partant du principe que vous faites une liste autonome, vous avez quand même des gens qui ont siégé pendant quelques années au conseil municipal à côté du PS, qui ont un bilan commun et qui vont faire une liste autonome. Il n'y a pas une contradiction ? Non, c'est le principe même de la politique. Si nous faisons une liste autonome régionale dans 2 ans, c'est pas faute d'avoir été très loyal dans la majorité de Malvy. Mais peut-être qu'on peut considérer aussi que certaines choses ont avancé au Conseil régional parce que ce sont les écologistes qui l'ont mis dans les tuyaux. Je vous invite à regarder un petit peu le résultat de la mandature au régional sur les avances remboursables, sur le redéploiement de la coopération décentralisée, sur la clause d'éco-conditionnalité, sur la radioscopie sur l'état de la télévision en région, etc. Quelle était la seule liste, je dis bien, qui proposait ça ? Donc peut-être que dans le bilan, on peut revendiquer des choses aussi. Et sur la base de ce bilan-là, on peut rentrer en campagne. Et c'est ce que feront nos amis élus au conseil municipal. Alors pour mener une campagne, justement, Gérard Onesta, il faut une tête de liste. Alors il a été annoncé par votre mouvement que c'est à la rentrée, donc fin septembre, début octobre, que vos militants désigneront la tête de liste. Alors il y a des personnalités comme Régis Godec ou Antoine Maurice qui ont déjà dit et déclaré en conférence de presse qu'ils étaient intéressés. François Simon en parle. Alors la question c'est vous, puisque finalement vous êtes le seul qui a été testé dans les sondages, puisque dans les 2 premiers sondages municipaux... C'est très rigolo quand même ces sondages. Un an avant, on ne connaît pas la tête de liste, on ne connaît pas les projets, on ne connaît pas les alliances, on ne connaît même pas le nombre de listes, et il y a déjà des chiffres à la 3e virgule. C'est vachement intéressant. On nous teste avec 3 listes centristes en face, enfin des choses. Oui, on teste une liste front de gauche, dont on sait très bien que le front de gauche ne sera pas uni, puisque le Parti communiste a déjà dit qu'il serait avec les socialistes, que seul le Parti de gauche, donc qui est un petit bout du front de gauche, sera seul. Et on a testé 3 listes centristes, alors qu'on sait qu'il y en aura voilà, qu'une. Voilà. Oui. Donc ça vaut ce que ça vaut. Ça nous dit simplement qu'on part 3 fois plus haut que d'habitude. Oui, voilà, c'est tout. Sauf que vous avez été le seul nom, quand même, qui a été testé sur ces 2 premiers sondages. Que si on reprend vos scores aux européennes, vous aviez fait de très bons scores Toulouse Intramuros, donc on peut se dire légitimement Gérard Onesta est peut-être le candidat qui est capable de scorer pour les Verts à Toulouse. Vous savez, en politique, si c'était aussi arithmétique que ça, ce serait simple. Effectivement, si on reprend les dernières listes que j'ai eu l'honneur de mener, que ce soit aux européennes, pour le Grand Sud-Ouest ou pour les régionales, si on regarde le score intramuros, comme vous dites, oui, c'est 20%. Ouais. Ça nous qualifie pour le second tour, peut-être même en situation d'être devant. Mais c'est plus compliqué que ça, la politique. C'est beaucoup plus compliqué que ça. C'est une affaire d'alchimie personnelle, certes, mais c'est une affaire également d'équipe, de projet, et c'est tout ça qui sera tricoté. Une fois de plus, je ne serai pas candidat à tout.
Oui, mais alors justement, comme vous avez déjà fait la preuve que pour les européennes, vous avez su vous effacer pour partir au régional. Là, vous nous dites tout à l'heure que vous n'êtes pas certain finalement de repartir au régional, que c'est en réflexion. On peut se dire, il va peut-être aller au combat municipal. Oui, ou je peux aussi m'effacer au municipal, je peux m'effacer de tout aussi. Vous savez, mon rêve, moi, c'est de matin d'écouter votre radio et de sentir que le monde tourne enfin. Vous savez, il y a des gauchers contrariés, moi je suis un feignant contrarié. C'est-à-dire que j'aimerais vraiment jouer de ma guitare, peindre, cultiver mon jardin tranquille, mais quand j'écoute vos différents médias le matin, je vois bien que la planète souffre et c'est plus fort que moi, je suis obligé de m'en occuper. Voilà. Alors je vais vous poser la question à l'envers, est-ce que finalement Gérard Onesta, c'est pas le mieux placé pour faire un bon score à Toulouse? C'est peut-être pas un des plus mal placés, mais pourquoi on parle de Gérard Onesta? Parce qu'un jour, on a pris un inconnu qui s'appelait Gérard Onesta, un petit jeune qui avait 27-28 ans, pour en faire une tête de liste au municipal à Toulouse. Faut de plus, vous n'étiez pas né, voilà. Et depuis, bon, on l'a repéré, mais les journalistes, c'est quand même pénible. C'est-à-dire, vous repérez toujours les mêmes. On m'appelle parce que je suis le seul connu. Je suis le seul connu pourquoi? Parce que c'est moi qu'on appelle. Donc, vous allez voir que si jamais on désigne quelqu'un d'autre que Gérard Onesta, eh bien, au bout de 15 jours, 3 semaines, un autre nom va s'installer et vous allez voir que je ne serai pas aussi indispensable que ça. Ou alors, ce sera moi. On verra. On décidera collégialement. Vous voyez, là aussi, la différence avec les écologistes, c'est que il n'y a pas de convention comme on a vu hier à l'UMP où on vend des mugs à Lévichy du grand chef. J'espère que jamais on sera touché par le crétinisme à ce point-là. J'espère qu'on aura peut-être des mugs Gérard Onesta. Il y a des mugs écolos, là. Je vous en apporte, mais pas des mugs Onesta. Alors, vous dites que vous n'êtes pas candidat à tout, mais vous devez quand même être candidat à quelque chose. Et quand vous dites que... Pas forcément, si vous avez bien écouté... à ce moment-là, la fin... Non, on peut agir sur la vie de la société sans être candidat. Moi, je pense que quelqu'un comme Stéphane Hessel a beaucoup agi, il n'a jamais été candidat. Alors je dis pas que je me compare à Stéphane, je n'ai pas aucune dans cela, mais on voit bien que l'on peut, à travers l'art, en donnant des conférences, plein de choses à faire pour agir sur le réel. Vous agissez, chers amis, sur le réel avec votre micro. Bien entendu, c'est flatteur. Mais non, plus sérieusement, la question de la tête de liste, elle ne se pose pas en termes médiatiques, elle se pose en termes d'expérience. Et est-ce qu'aujourd'hui, chez les Verts, même en Midi-Pyrénées, mais notamment à Toulouse, vous n'êtes pas le mieux placé en termes d'expérience, de par votre expérience de vice-président du Parlement européen, par votre expérience à la région, pour mener une tête de liste sans enlever des qualités aux noms qui ont été cités, mais qui se font pas office de politique et même de gestionnaire ou d'administratif confirmé? Si vous parlez d'expérience, alors là, je suis battu. Parce qu'Antoine Maurice ou Régis Godec, puisque c'est deux noms que vous avez cités tout à l'heure, ont beaucoup plus d'expérience que moi en conseil municipal, parce qu'ils en auront fait 6 ans, comme un conseil municipal, quand j'y assiste, chaque fois dans le banc des publics. Donc, oui. Donc en termes d'expérience, mais ça veut dire quoi l'expérience? C'est pas parce que j'ai mené une administration qui parlait 23 langues dans 27 pays que je serai forcément le meilleur des maires. C'est un plus. Oui, c'est pas un moins. J'espère que c'est pas un moins. Du coup, je pourrais peut-être placer un petit peu mieux la ville de Toulouse plus visible sur la carte d'Europe qu'elle ne l'est actuellement. Parce que je sais, moi, pour l'avoir vécu de l'intérieur, pourquoi Toulouse n'a pas été nommée capitale européenne de la culture. J'ai vu comment ça s'est passé. Donc, je pourrais apporter certaines choses. Mais d'autres apporteront aussi d'autres choses. Je crois qu'il faut arrêter de polariser. On crève de ça en France. Écoutez, on a à peine fini le débat présidentiel, qui est une plaie absolue. C'est-à-dire, en France, on ne dit pas « qu'est-ce que tu penses ?» mais « pour qui tu roules ?» On en est à peine sorti en 2012 que déjà on prépare 2017. Ils sont tous candidats pour 2017. C'est une maladie infantile de la politique française. Et on est en train de reproduire ce présidentialisme national à tous les échelons. Et qui pour la région, et qui pour la mairie, et qui pour Tartampion. C'est pas possible de fonctionner comme ça. En politique, nous pensons que travailler en équipe sur des projets, c'est beaucoup plus important que de savoir qui est tête de gondole. Moi, je peux vous dire, c'est un gag, mais c'est un gag vrai, que il y avait un écologiste qui s'appelait Monsieur Tout le Monde en Ariège. Monsieur Tout le Monde, c'était son nom de famille. Et il a dit, moi, pour les cantonales, je peux pas faire campagne, mais je veux bien que vous utilisiez mon nom parce que je vais partir en voyage. Donc, il fallait trouver c'était l'époque héroïque de l'écologie politique. On cherchait des candidats pour couvrir le territoire. En Ariège, c'était terre de mission, terre socialiste s'il en est. Et il a fait simplement campagne en disant, on peut pas voter pour tout le monde. Eh bien, si.
Il a fait le meilleur score d'Ariège. Pourtant, c'est un type totalement inconnu. Donc, vous voyez, faut relativiser quand même nos égos les uns les autres. On se rend bien compte que parfois, il y a une équation personnelle. Vous savez, moi, j'ai une égo bien calibrée. Je sais que beaucoup de gens me connaissent à Toulouse pour être le cousin de Claude. Point. Donc, je sais très bien que quand on dit Onesta, avant qu'on ait fini la phrase, vous êtes, oui, le cousin. Nous allons quitter le ad personam, les relations individuelles, et donc que vous condamnez au nom de l'idée, c'est un des éléments de l'équation, mais c'est pas le seul. Il faut pas le surpondérer comme ça. Alors, supposons qu'il y ait une liste verte. Il y aura une liste verte. Indépendamment du travail et des idées qu'elle va porter, est-ce que ça ne sera pas le meilleur allié objectif de Jean-Luc Moudenc? Je ne crois pas. Pour deux raisons. La première, c'est que nous avons vocation à nous réunir au second tour, car vous avez bien compris que c'est une liste autonome au premier tour, mais qui a vocation à la fusion au second tour. C'est très clairement dit, mais il faut l'entendre. Et deuxième chose aussi, c'est qu'on se rend compte qu'il y a beaucoup de gens qui sont pas satisfaits du bilan socialiste, au niveau national, au niveau local, qui sont tentés par autre chose. Et si l'autre chose, c'est uniquement se défouler en revenant dans le bercail de la droite toulousaine bien pensante, ça fera le jeu de Moudenc. Nous, on est persuadés qu'il y a beaucoup de gens qui peuvent être tentés de ne pas voter pour Pierre Cohen, que si nous ne sommes pas là, pourraient voter ailleurs, pourquoi pas pour Moudenc, et que nous sommes en capacité de garder dans le camp progressiste. Donc je ne suis pas sûr que ce soit une bonne nouvelle pour Pierre Cohen que nous soyons candidats en autonomie au premier tour, mais je ne suis pas sûr que ce soit une très bonne nouvelle non plus pour Jean-Luc Moudenc, car il peut espérer, lui aussi, capter les mécontents du socialisme. Et nous, on pense qu'il y aura des mécontents du socialisme et qui resteront dans l'arc progressiste en se portant sous nos couleurs. Avec le contexte national, qui est compliqué, difficile socialement et économiquement, quand on regarde les deux premiers sondages et qu'on additionne les voix du Front de gauche et les voix des écologistes, c'est quand même plutôt inquiétant pour le premier tour pour Pierre Cohen. Oui. Si vous arrivez à vous mettre d'accord. Je vous rappelle qu'on ne peut pas additionner le Front de gauche, puisque déjà le Front de gauche ne sera pas présent aux élections municipales, puisque le Front de gauche sera éclaté. Une partie du Front de gauche animée par Myriam Martin et Jean-Christophe Selan. Alors à part que ça n'a pas été sondé comme ça. Peut-être que sondé comme ça fera moins. Et puis, une fois de plus, en politique, rien n'est simple. L'arithmétique ne fait pas tout. Il y a des fois des 7 plus 8 qui n'ont pas fait 15, qui ont fait 9. Ça s'est vu en politique. Parce qu'il y a des électorats qui vont nous trouver peut-être pas assez gaucho-gauchistes ou qui vont pas les trouver suffisamment écolo-compatibles. Mais est-ce que vous pourriez vous entendre sur une liste avec cette partie? C'est une option qui reste sur la table. C'est une option qui reste sur la table. Mais ce sera pour parler de projet. Ce sera pas simplement pour une posture pour ou contre l'austérité. Je n'ai aucun problème pour me positionner contre l'austérité. Je vous rappelle, vous êtes des faits observateurs de la vie publique toulousaine, que j'ai fait un meeting, j'ai même eu l'honneur de le conclure, derrière Monsieur Poutou et Monsieur Mélenchon à Toulouse il y a quelques mois. Donc quand il faut dire que effectivement, quand on est en train de serrer la vis au peuple, on est en train de faire éclater la bulle sociale, donc de toute façon on ne résoudra pas la crise, j'ai aucun problème pour le dire. On ne peut pas faire campagne municipale à Toulouse simplement pour ou contre l'austérité. C'est beaucoup plus complexe que ça. Il va falloir se positionner sur l'eau, sur les transports, sur la démocratie, sur beaucoup de choses, et c'est là que l'on attend nos amis du parti de gauche. S'ils sont prêts à rentrer dans cette discussion-là, oui, pourquoi pas. Si c'est une position dogmatique simplement pour préparer 2017, la future campagne d'un certain Mélenchon, qui ne pense qu'à ça comme beaucoup d'autres, hélas, ça ne nous intéresse que peu. Et alors sur le fond, vous parliez de vos différences avec Pierre Cohen, les transports. Pour qui j'ai de l'estime personnelle, j'essaie en politique de ne pas mélanger le choc des idées et le choc des personnes. On sait qu'il y a eu des cicatrices qui sont pas forcément refermés sur la question des transports. Et sur plein d'autres choses. Vous parliez de la présidence de Tisséo, il y a aussi eu l'épisode du plan de déplacement urbain. Oh, il y a eu l'épisode législatif, il y a eu beaucoup de choses. Alors, non, mais moi je dis à Pierre, écoute, il va falloir que tu trouves les moyens de convaincre l'électorat écolo, à qui tu as quand même planté des banderies pendant 6 ans dans le dos. C'est vrai que quand on dit que dans l'accord, il y aura une présidence écologiste pour les transports et qu'au bout d'un an, on débarque, soi-disant parce qu'il est irresponsable de proposer le prolongement du métro jusqu'à la Beige, et qu'une fois récupéré cette chose-là, que Pierre Cohen s'est attribué à lui-même, jamais mieux servi que par soi-même, décide quoi? Eh bien de prolonger, ce qui était une évidence, la ligne du métro jusqu'à la Beige. Donc on voit bien qu'il y a un problème. Sur le plan de déplacement urbain, l'ISE dit simplement ce que disent les commissaires enquêteurs, c'est qu'entre le scénario au fil de l'eau, c'est-à-dire on fait rien,
et le scénario proposé par la municipalité socialiste, il n'y a pas de grosse différence. Ça peut nous poser problème. Et quand on a enfin une circonscription qui nous est réservée, parce que ça marche comme ça quand même, le deal avec le Parti socialiste, ils octroient des choses. En Haute-Garonne, pour les législatives, le maire de Toulouse s'arrange pour soutenir le dissident socialiste en face. Et au final, c'est qui? C'est Moudenc qui passe. C'est pas un écolo qui passe. Alors, donc il y a peut-être danger pour reprendre la question de Marc. Moi je suis prêt à passer au-dessus de tout ça, parce qu'en politique, il faut avoir le cuir assez épais. Mais pensez à l'électrice et à l'électeur écologiste qui rentre pas dans les discours du Capitole, etc., et qui voit ça depuis des années. Il se dit, mais ça veut dire quoi? Est-ce que monsieur le maire est vraiment aussi proche des écologistes qu'il pourra le prétendre au second tour? Le vrai risque, il est là. Vous savez, en politique comme ailleurs, il y a la confiance, ça se décrète pas, ça se mérite. La difficulté, elle est là. Et c'est son problème à lui, c'est pas le problème à nous. Oui, mais sauf qu'au législatif... J'essaie de répondre sans langue de bois, j'espère que vous appréciez. Tout à fait. On apprécie Gérard Onesta, mais pour reprendre la question de Marc de tout à l'heure, on voit bien donc avec l'épisode des législatives que les dissensions entre écologistes et socialistes ont fait le jeu de Jean-Luc Moudenc. Donc pourquoi pas rebelote au municipal? Si par exemple vous faites un premier tour avec des débats, j'allais dire costauds sur la question des transports ou autre, est-ce que ça va pas faire le jeu du... Oh, mais ce sera encore... Si entre Pierre Cohen et nous, il y a des nuances sur des certains dossiers, le transport en l'occurrence, il y a des oppositions franches et déterminées avec Moudenc. Moudenc, écoutez, il faut lui expliquer que le XXe siècle est terminé. Il va nous faire une deuxième rocade. Il n'a pas entendu parler des problèmes climatiques. Il n'a pas entendu parler de la fin du tout pétrole. Il va encore nous faire un second cercle de camions et de bagnoles autour de Toulouse. Il n'est pas au courant que maintenant, au 3e millénaire, si on veut régler le problème de transport, il faut repenser l'urbanisme pour que les gens n'aient pas à se déplacer de l'endroit où ils dorment à l'endroit où ils travaillent, mais il faut faire des quartiers mixtes où on travaille, on se récrée, on pense, on dort, on fait la fête toujours au même endroit sans prendre la bagnole en permanence, et que c'est le transport en commun qui est la règle, et pas simplement de rajouter de la bagnole à la bagnole. Alors si on a des nuances avec Cohen, permettez-moi de vous dire que si je suis la tête de liste, ce qui reste encore à démontrer, ce sera saignant en ce qui me concerne entre moi et Jean-Luc Moudenc. La vidéo sur que je respecte par ailleurs sur le plan humain, on se tutoie, il n'y a pas de problème. Mais Gérard Onesta respecte tout le monde. Oui, mais c'est ma façon de faire. Vous savez, ça c'est l'Europe qui m'a appris comme ça. Au Parlement européen, personne n'a la majorité. Donc si on considère que la personne qui est en face est un salaud absolu qu'il faut abattre, on n'arrive à rien. Moi, je pars toujours du principe, quand j'ai quelqu'un en face, je dis, bon, quelle est la part de toi que je reconnais comme mienne? Nous sommes d'accord sur quoi? Ensuite, sur le point sur lequel on n'est pas d'accord, ça peut être frontal et très frontal. Et avec Moudenc sur les transports, ce sera frontal et saignant. Ouais, alors, autre sujet, la vidéosurveillance qui fait polémique entre Pierre Cohen et Jean-Luc Moudenc, vous rangez où? Pierre Cohen opposait la vidéosurveillance et Jean-Luc Moudenc qui nous dit qu'il faut de la vidéosurveillance un peu partout. Vous savez que les écologistes se méfient de toute dérive orwellienne, c'est-à-dire les caméras partout, et qu'on voit bien que maintenant, quand il y a un crime, on va regarder ce qu'il y avait sur la caméra pour savoir quel est le criminel, que l'on ne retrouve pas forcément, parce qu'ils font ça maintenant avec des capuches et des casques de moto, ce qui veut dire au passage que la seule différence par rapport à avant, c'est pas qu'il n'y ait pas de crime ou moins de crime, c'est que maintenant, on a la vidéo du crime. Alors c'est très très bien pour les télévisions, maintenant on a des choses à montrer, ça n'a pas fait diminuer la criminalité, simplement on a la photo du type en cagoule. Donc point d'accord avec Pierre Cohen. Plutôt, oui. Je reviens sur les législatives parce que dans l'affrontement donc au premier tour entre Filliola et Simon, pendant que alors ça a fait les joies de la presse locale, il y a eu des bons mots qui se sont échangés, il y a eu des stratégies d'adaptation. Moi je trouvais ça un petit peu triste de vous à moi. Oui, mais pendant ce temps-là, on avait Jean-Luc Moudenc qui battait le pavé. Mais il avait raison. Il avait raison. Il avait les socialistes qui tiraient dans les pattes de leurs alliés. Il s'est régalé. Oui, mais est-ce que là, finalement, tant les socialistes que les écologistes n'apprennent pas de cette erreur, de cet échec, de cette erreur pour eux, pour les municipales? Je reviens à ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que les socialistes gagneront tout seuls ou perdront tout seuls. C'est-à-dire, soit ils sont dans une logique de partage, et effectivement, nos différences peuvent s'additionner très facilement, parce qu'on se dira, voilà, on est d'accord sur ça et ça, et là, on n'est pas d'accord sur le TGV, par exemple. Nous, on veut TGV tout de suite, eux, ils veulent avec une LGV dans 30 ans. Bon, on est moins d'accord sur le fait qu'on veut un TGV tout de suite, et qu'il faut reformater l'offre ferroviaire en Midi-Pyrénées. Donc, on trouvera les moyens. Mais si, effectivement, au final, c'est pour dire, quoi qu'il arrive, nous, socialistes, on raflera tout et on changera rien,
effectivement, notre électorat ne bougera pas. Moi, je vous le dis, le soir du premier tour, je sais déjà ce que je vais appeler. Je vais appeler au rassemblement de la gauche, le truc, je connais le discours par cœur. Mais est-ce que mon électorat m'entendra? C'est ça la vraie question. Et il ne m'entendra que si le programme des écologistes et si les écologistes eux-mêmes sont appelés à des responsabilités. Point. Donc quand vous dites que vous allez appeler au soir du premier tour, on peut raisonnablement penser que vous en serez donc la tête de liste. Non, parce que il m'est arrivé de prendre position sur des élections sur lesquelles je ne participais pas. Les législatives, par exemple, j'ai appelé sans aucun problème à faire un barrage à la droite ici, à faire élire la gauche là, et je n'étais pas candidat. Donc dans l'hypothèse d'une triangulaire, la liste verte ne se maintiendra pas. Triangulaire avec qui? Moudinque, Cohen et les Verts. Ben écoutez, sauf si on est en tête. Eh ben oui. Oui, non. Eh ben oui. Où en sera le Parti Socialiste dans 10 mois? Vous le savez, vous? Moi pas. Et je vais vous dire, je suis très inquiet de quelque chose, c'est qu'au même moment, il y aura les élections européennes, avec un désastre annoncé pour les partis raisonnables. Bien sûr. Dernière question, Gérard Onesta. Alors, on a bien compris que vous alliez pas nous dire ce matin si vous seriez candidat au prochain municipal. Mais par contre, la question, c'est est-ce que vous y pensez? Est-ce que c'est dans votre réflexion? En me rasant? Regardez, je ne me suis pas tout à fait rasé ce matin, ça se voit peut-être à la caméra. Mais est-ce que ça fait partie de votre réflexion? C'est une réflexion collective. On en parle entre nous, on pèse le pour, on pèse le contre. Je ne serai pas candidat à tout. Ça veut dire que si je suis candidat au municipal, je ne serai peut-être pas candidat au régional, peut-être candidat à rien d'autre. Et puis pourquoi me substituer à la montée en puissance de jeunes élus qui ont fait leurs preuves? Si je veux vraiment ancrer l'écologie dans la durée, il faut aussi que des gens... Vous savez, on m'a dit, au Parlement européen, je serai irremplaçable. José Bové m'a parfaitement remplacé. Gérard Onesta, avant de terminer, comment se passeront vos vacances? On a bien compris que ce ne serait pas Place Saint-Pierre. Alors, mes vacances, moi les vacances c'est quand je bouge plus. Les vacances c'est un bon bouquin sous le tilleul dans mon jardin, je ferai peut-être quelques escapades dans nos voisines les Pyrénées. Mais ça et la guitare. Et de la guitare, voilà. J'ai mes 9 guitares qui font un petit peu la gueule parce que je les ai pas gratouillées depuis un certain temps, donc je vais retrouver le chemin de la guitare. Merci Gérard Onesta, c'était le grand plateau de Gérard Onesta. Merci à vous. Merci.